Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de DGD Bonus. Aujourd'hui on va couvrir quelques bases concernant le chapitre 5 et le chapitre 6. Donc plus précisément je vais expliquer les fondamentaux des circuits séquentiels et ensuite on va passer à l'explication, ou plutôt un rappel des bascules, des différents types de bascules, que ce soit les bascules SR non synchronisées, donc ce qu'on appelle des latches en anglais. Et on va également couvrir flip-flops, qui sont des bascules synchronisées avec une horloge, et également quelques notions de registre et de compteur. Donc pour rappel, tous les circuits qu'on a fait pour l'instant dans le cours, c'est ce qu'on appelle des circuits combinatoires. D'ailleurs, je vais copier-coller une image juste ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un schéma qui dit juste Combinational Circuit, circuit combinatoire en français. Et ce que vous verrez ici, c'est que toutes les sorties du circuit, A, B', C', M, dépendent directement des entrées. Donc ce que ça veut dire, c'est que A', B', C' ou M ne peuvent changer que si je change la valeur de A, B, C ou N. Donc ça, c'est tous les circuits que l'on a fait dans le cours jusqu'au chapitre 5. À partir du chapitre 5, ce qu'on introduit comme notion, c'est ce qu'on appelle un circuit séquentiel. Donc la différence avec un circuit combinatoire, c'est qu'un circuit séquentiel ressemble quelque chose à ça. Donc dans un circuit séquentiel, on a un circuit combinatoire. Donc je vais juste écrire ici combinatoire. Mais on a également ce qu'on appelle un élément de mémoire, ou juste de la mémoire. Et ce que je veux dire par ça, c'est que le circuit a la capacité de stocker des données, ou de stocker l'état d'une sortie précédente, et c'est ce qui va affecter la sortie suivante. Donc ça, pour rappel, et je sais que je le répète beaucoup, mais je vais le répéter encore une fois parce que c'est très important, il faut vraiment que vous l'ayez ancré dans vos têtes, c'est que les circuits combinatoires sortis dépendent uniquement, je vais l'écrire d'ailleurs, dépendent sorties dépendent uniquement des entrées. Ou alors les valeurs des sorties dépendent uniquement des valeurs des entrées. Donc je vais continuer le petit schéma que j'ai commencé à dessiner ici. Donc on a un circuit combinatoire, on a un élément de mémoire. Donc un élément de mémoire, c'est un composant qui permet de stocker des données. Un exemple de cela, ce serait une bascule. Une bascule, ça permet de stocker des données. Ok ? Bascule. Et donc bien sûr, il y a des éléments de mémoire qui sont plus complexes, y compris les registres, y compris la RAM par exemple. Ça c'est un truc que vous ne couvrez pas dans ce cours, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc le bloc de mémoire juste ici, en fait, ce qui se passe c'est que notre circuit combinatoire, il a encore des sorties combinatoires juste ici, ok ? Mais certaines de ces sorties, c'est-à-dire les sorties d'un état précédent, vont être stocké dans un élément de mémoire, et l'élément de mémoire va être redirigé vers l'entrée du circuit combinatoire, en plus des entrées combinatoires que l'on avait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, le circuit ne dépend pas uniquement des entrées. La sortie de ce circuit-là ne dépend pas uniquement des entrées. Elle dépend de ces entrées, mais elle dépend également de l'état précédent. Donc des valeurs de l'état précédent. C'est-à-dire que ce qui a été stocké dans cette mémoire lors d'une instance t égale 0 à t égale 1, ce qui a été stocké va influencer le comportement de notre circuit combinatoire et donc créer une sortie différente. Ok ? Donc ça c'est vraiment la base des bases et c'est ce qu'il faut comprendre
pour que l'on puisse travailler avec des circuits séquentiels. Donc je pense que ça je l'ai déjà couvert plusieurs fois, mais je vais quand même faire une petite piqûre de rappel. L'élément séquentiel ou le circuit séquentiel le plus basique qui existe, c'est ce qu'on appelle une bascule SR, ou alors SR latch en anglais. Donc une bascule SR, ça ressemble à ça. D'ailleurs, elle peut être implémentée avec des portes NAND également, donc un circuit qui ressemble à ça. Donc là on a des portes noires, mais un circuit SR peut également être implémenté de cette manière. On va inclure une porte NAND ici. Je vais la copier-coller parce qu'il y en aura deux. Comme les portes noires. D'ailleurs, pardon, noir c'est non ou. Donc je précise, ça c'est une porte non ou. Nor en anglais. Et ça, c'est une porte NAND, donc non et. Ou NAND, ok? Donc là, pareil, on a R et S. Et là, la sortie de cette porte servira d'entrée pour l'autre porte, et vice-versa. Donc la sortie de cette porte servira d'entrée pour cette porte. Et ça, en fait, cette connexion-là, c'est ce qui nous permet de dire que ce circuit est séquentiel. C'est parce que c'est ce qui permet de stocker l'état précédent et de le ramener à l'instance suivante, ou l'état actuel, pour qu'il puisse affecter ou influencer le comportement du circuit, ou spécifiquement de cette bascule SR. Et la manière dont cela fonctionne, c'est, si je vous montre ce qu'on appelle ici la table, il me semble que ça c'est une table caractéristique. Est-ce que c'est une table caractéristique? Oui, ça c'est une table caractéristique. Non, ça c'est une table d'excitation. Excusez-moi. Juste confirmer parce que ça m'arrive de les confondre aussi. Mais c'est... non, c'est bel et bien une table caractéristique, j'avais raison. Parce que une table d'excitation aura des éléments don't care. Et les tables d'excitation, c'est spécifiquement pour les bascules qui sont synchronisées. Parce que leur valeur va dépendre de la valeur de l'horloge. Donc, juste pour terminer ce que je disais ici, on peut implémenter une bascule SR. Ça, c'est vraiment l'élément le plus, on va dire, le composant le plus fondamental dans les circuits séquentiels. Et avec une bascule SR, donc avec une bascule SR, on peut créer n'importe quel type de bascule synchronisée. Ok? Donc avec une bascule SR, on peut créer ce qu'on appelle une bascule désynchronisée, ou D-flip-flop en anglais. Je vais utiliser le terme flip-flop, comme ça on peut différencier entre une bascule synchronisée et une bascule non synchronisée. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le terme en français est le même, alors que ce sont deux types de circuits séquentiels différents, donc je préfère utiliser le terme en anglais. Donc D-flip-flop, SR flip-flop, donc c'est juste une bascule SR que l'on a modifiée pour qu'elle puisse être synchronisée. Donc la manière dont on le fait, je peux vous le montrer directement parce que là, la modification, elle est très facile. C'est juste ce circuit-là, par exemple, avec les NOR gates, ou les portes non et. Je vais juste gommer les entrées ici. Et la manière dont on le synchronise, ce circuit, c'est d'ajouter une porte et ici. Ok. Une autre porte et ici. Ok. Et ensuite, ici, on va avoir la même entrée, donc R, et ici, ce sera S.
Et on aura également un câble relié aux deux portes qui est originaire de l'horloge, ou clock en anglais. Ok? Et donc ces portes et en fait, elles sont juste là pour confirmer la synchronisation de l'horloge. Parce que si la valeur de l'horloge est 0, ça veut dire que l'horloge n'est pas activée. D'ailleurs, ici, on présume que l'horloge est à front montant. Donc, pour rappel, la waveform, ou alors je sais pas comment on appelle ça en français, je suis désolé. Mais cette courbe-là, en fait, qui représente les valeurs d'une horloge ou d'une clock. Et n'oubliez pas que ici les périodes sont égales. Je sais que sur Paint, en plus je le fais à la souris, donc je vais avoir du mal à les dessiner de manière parfaitement égale. Mais ces périodes-là sont les mêmes, parce que la fréquence est la même pour l'entièreté de l'horloge. Okay, et front montant, ça veut dire que notre circuit s'active à ces instances-là. Ok. Supposons qu'on avait une horloge à front descendant. Le circuit s'activerait ici. Mais ce n'est pas le cas ici. Ok? Et donc ça nous permet de synchroniser notre SR latch. Donc ça nous permet de passer à ça. Et on peut faire également la même chose pour créer d'autres types de flip-flop. Il y a également ce qu'on appelle JK flip-flop ou la bascule synchronisée JK. Donc tout ça, ce sont des composants séquentiels. Ok? Et il nous manque T flip-flop. Voilà. Donc par exemple, lorsque je mentionne que l'on peut créer n'importe quel type de bascule avec une bascule SR, je peux vous montrer un exemple avec D flip-flop. Je ne vais pas le dessiner moi-même, mais on peut le trouver facilement sur le net. Donc ça par exemple, attendez, j'ai pas assez d'espace, mais ça par exemple, c'est une bascule D. Donc ça c'est une bascule D. Donc tout ça. Donc, si je devais par exemple cacher ce circuit derrière un bloc, on aura une entrée ici, ce sera D, et on aura deux sorties, Q et '. Donc ça c'est l'architecture d'une bascule D synchronisée ou d'un D flip-flop. Et comme vous pouvez le voir, on a juste ajouté quelques modifications ici, y compris deux portes E, bien sûr, pour la synchronisation avec l'horloge. Une seule entrée D qui va être divisée en deux chemins. Un chemin où elle deviendra D' et un chemin où l'entrée restera la même. Et bien sûr, elle passe par les portes E que l'on utilise pour vérifier la synchronisation avec l'horloge. Et ensuite, le comportement est le même qu'une bascule SR. Donc regardez, c'est exactement le même circuit. Et donc ça, on vient de créer une bascule désynchronisée avec une bascule SR. Une autre manière de dessiner ce circuit, pour que vous compreniez bien, c'est d'avoir notre D ici. Je vais également ajouter le câble qui permet de l'inverser. Ok ? Là, je vais avoir une porte E. Là, je vais avoir une autre porte E. Je vais juste les compléter ici. Bien sûr, on a également notre horloge que je vais connecter comme ceci. Et là, je peux simplement faire ceci. Je peux dessiner la bascule SR en bloc. Donc pas la peine de dessiner le circuit en entier. Ok ? Donc ça c'est une bascule SR. Je rappelle, non synchronisée, c'est une latch et non un flip-flop. Et il y aura nos deux sorties ici. Et n'oubliez pas ici que ce sera Q', donc il y aura un petit cercle
pour représenter le fait que la sortie soit inversée. Et donc voilà, ça c'est une autre manière de dessiner ce circuit-là. Ensuite, on va passer au compteur et au registre. Donc ça, ce sont d'autres éléments de circuit séquentiel. Pardon, un truc que j'ai oublié de préciser. Chaque flip-flop ou chaque bascule synchronisée a ce qu'on appelle une table d'excitation. Donc je vais la copier-coller ici. Je l'avais déjà mentionné dans d'autres DGD précédents, mais ça ne heurte pas. Ça nous heurte pas de faire une petite piqûre de rappel. Ça, il faut les apprendre par cœur. Donc je vous le recommande fortement parce que vous allez en avoir besoin pour vos examens, pour votre examen final. Honnêtement, je pense que c'est pas raisonnable que vous deviez les apprendre par cœur, mais malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles. Donc, il faudra l'apprendre par cœur parce que ces tables d'excitation, c'est ce qui nous permet de procéder avec le design séquentiel. Donc, le design séquentiel, c'est-à-dire que l'on va implémenter différents types de circuits, et je vais faire d'autres vidéos avec des exercices pratiques pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. D'autres types de circuits en utilisant des éléments séquentiels. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, là, on vient de faire un truc très basique, c'est-à-dire une 10 flip-flop avec une bascule SR. Ça, c'est un exemple d'implémentation d'un circuit séquentiel avec certains éléments séquentiels. Mais on peut avoir des circuits plus compliqués. On peut, par exemple, vous demander de créer un compteur avec certains types de bascules. On peut également vous demander de créer un registre avec certains types de bascules. On peut également vous demander de créer, je sais pas moi, une bascule T avec une bascule D. On peut également vous demander de créer une bascule D avec une bascule JK. Ok ? Donc on peut vraiment, il y a plusieurs combinaisons différentes. Ça, je vous recommande pas de l'apprendre par cœur. Apprenez pas les circuits par cœur parce que ce qu'il faut apprendre par cœur, c'est les tables d'excitation, parce que c'est ce qui nous permet de dériver la procédure. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'obtenir la procédure pour construire des circuits séquentiels avec des types de bascule spécifiques. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'explication des compteurs et des registres. Ça, c'est ce que j'avais expliqué lors du dernier DGD qu'on avait organisé je me souviens plus. C'était la semaine dernière. Donc là, on vient de couvrir ces éléments de base. Donc les bascules non synchronisées et les bascules synchronisées. Il y a des types de circuits séquentiels un peu plus avancés. Donc pour rappel, circuit séquentiel, on a bascule non synchronisée. Donc ça c'est latch. Donc je vais juste faire un schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Donc bascule non synchronisée. Avec ça on peut construire
des bascules synchronisées. Donc, pour rappel, une bascule synchronisée ou un circuit synchronisé, c'est juste un circuit qui a une horloge. C'est très simple. S'il y a une horloge, vous savez que le circuit est synchrone. S'il n'y a pas d'horloge, le circuit est asynchrone. Donc, flip-flop. Et avec ça, on peut également construire des registres. Ou des compteurs. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui n'étaient pas présents au DGD de vendredi, vendredi c'était quand? Vendredi 5 avril. Un compteur, c'est juste un registre spécialisé techniquement. D'ailleurs, la manière dont les circuits, la manière dont ces deux circuits-là sont designés est très similaire. Et j'avais montré plusieurs techniques, plusieurs astuces pour reconnaître si un circuit est un registre ou un compteur. Et je vais les remontrer aujourd'hui. Donc, un compteur est juste un registre spécialisé en fait. Specialized Register. Il est spécialisé dans le sens où un registre, par défaut, sa seule fonction, tout comme les éléments séquentiels qui sont plus fondamentaux, c'est de stocker. Ok ? C'est de stocker de l'information. Donc, registre spécialisé. Contrairement au registre normal, donc cela, ça, donc ça c'est pour, je pense que je vais l'écrire en dessous. Donc ça c'est pour stocker. Et d'ailleurs, on utilise des registres, si ça vous intéresse, juste pour l'information. Excusez-moi, ma souris vient de se décharger. Je vais la recharger et continuer cette vidéo. Oui, donc me revoilà, excusez-moi pour le petit souci. Mais ce que je disais, c'est que les registres par défaut, ça permet de stocker. Et juste pour votre information, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer des éléments de stockage ou de mémoire dans nos ordinateurs qui sont un peu plus complexes, que vous allez apprendre ou couvrir dans des cours futurs. Donc un registre, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer de la RAM, de la mémoire vive, c'est ce qu'on trouve dans nos ordinateurs et c'est ce qui permet de stocker de la mémoire flash, c'est ce qui permet de stocker de l'information qui est temporaire. On a également le cache. Le cache, c'est une mémoire qui est très proche de votre processeur. Et ça, on utilise également des registres pour le fabriquer. Et bien sûr, on a également d'autres types de registres qui sont plus spécialisés. Et ceux-là sont présents directement sur le processeur. Donc par exemple, un exemple d'un registre spécialisé, c'est le registre PC ou PC, Program Counter. Ça, c'est un concept que vous allez couvrir dans le cours CEG 2136 ou 2536 en français. Donc, Computer Architecture 1 ou Architecture des ordinateurs 1. Et également CEG 3136 et ou 3536 si vous le prenez en français. Donc ça, c'est Architecture des ordinateurs 2 ou Computer Architecture 2 en anglais. Ok? Donc Program Counter, c'est ce qui permet de stocker les instructions qui sont sur votre processeur et plus spécifiquement l'instruction suivante. Vous verrez ici en fait que il s'agit juste d'un compteur, mais qu'on utilise pour une application, on va dire une utilisation bien spécifique. Mais ça, c'est exactement la même chose que ça. C'est la même chose que ce qu'on est en train d'étudier dans cette classe. Ok? Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait
pour différencier, je vais vous montrer quelques astuces, pour différencier, par exemple, si on vous fournit un circuit dans un examen et que vous n'êtes pas sûr si c'est un registre ou un compteur, il y a un moyen de différencier entre les deux, juste en regardant quelques éléments du circuit. Donc là, si je prends un circuit de registre, donc celui-là par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle un registre 4 bits, 4 octets, parce que bien sûr, on a 4 éléments d'entrée ici, et 4 éléments de sortie. Il est implémenté, donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut implémenter n'importe quel type de circuit séquentiel, avec n'importe quel type de flip-flop, pardon. Donc ça, c'est un exemple de registre qui est fait avec des D flip-flops. Ok, donc ça, déjà comment est-ce qu'on sait que c'est un registre? De 1, il n'y a aucune connexion entre les différentes bascules, à part l'horloge pour la synchronisation. Donc à part cette connexion-là, il n'y a rien qui relie les autres bascules. Dans un compteur, les bascules sont toujours reliées d'une manière ou d'une autre, parce que il y a un concept que l'on appelle ripple effect. Donc je vais l'écrire ici. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je peux essayer de le traduire vite fait. Est-ce que cela existe en français? Non. Mais la page Wikipédia est juste ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire cela. Mais en gros, ripple effect, ça veut dire que la synchronisation d'un seul élément va influencer ou synchroniser les autres éléments. Donc là, ce n'est pas le cas, parce qu'on parle d'un registre. D'ailleurs, je vais bien aligner les deux, comme ça vous pouvez bien voir les différences et je vais les écrire. Donc ça, c'est un registre. Et si je cherche un compteur que je puisse utiliser comme exemple, ça c'est un très bon exemple parce que c'est également avec des bascules D. Ok. Donc regardez-moi ces deux circuits. Au premier abord, ils sont très similaires parce que ils sont tous les deux synchronisés. Ils ont tous les deux une horloge. Et ils ont tous les deux le même nombre de bascules. Il y en a 4. Et ce sont toutes des bascules D. Donc beaucoup de similarités. Donc je comprends qu'il y ait une confusion entre les deux. Et je comprends que au premier abord, on ne sait pas vraiment comment différencier entre les deux. Donc je vais vous montrer quelques astuces. Déjà, comme ce que j'ai mentionné, le fait que ce soit synchronisé en parallèle comme ceci, alors que ici, c'est synchronisé en série. Ça, c'est un indicateur. Donc, synchronisé en parallèle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit parallèle. Il me semble que oui. Yep. Non, ça c'est en anglais. C'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas deux L, c'est deux R. Et un seul L. C'était bel et bien un accent grave par contre. Ouais. Donc synchronisé en parallèle, ça c'est un indicateur que c'est un registre. Et là, c'est synchronisé en série. Et donc, ça crée ce que je vous disais, ce qu'on appelle le ripple effect. Et en plus de cela, on a des entrées séquentielles. Vous verrez ici, comme vous pouvez le voir, la sortie de cette bascule est utilisée pour l'entrée suivante de la même bascule. Ici, ici, ici également, et ici.
D'ailleurs, juste pour préciser, vous voyez bien ici que quand je dis que c'est synchronisé en série, on utilise bel et bien la sortie de la première bascule, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est une bascule qui va être le chef d'orchestre du circuit et diriger toutes les autres bascules. Donc là, on a présence de connexion séquentielle. Alors que là, comme vous pouvez le voir dans le registre, c'est pas le cas. Il n'y a pas de sortie qui va dans l'entrée. Et bien évidemment, je pense que ça reste quand même l'élément le plus évident. Dans un registre, il y aura toujours des sorties externes. Il y en a une ici, il y en a une autre ici, il y en a une troisième, et on a une quatrième. Ok ? Là, comme vous pouvez le voir, notre compteur, parce qu'en fait, un compteur ne peut pas changer de comportement par rapport à des entrées externes, sauf si on a ce qu'on appelle un enable. Mais c'est pas le cas ici. Vu qu'il n'y a pas de... On va dire c'est vraiment l'élément indicateur le plus important. S'il n'y a pas d'entrée, on sait que c'est un compteur. Donc, ici, présence. D'entrée. Pardon, je vais l'écrire avec la même couleur que ce que j'ai surligné. Présence de connexion externe. Et plus précisément, d'entrée externe. Et donc maintenant qu'on sait que ça c'est un registre, on sait qu'en fait le comportement va être très différent du compteur, parce que je vous rappelle, le registre c'est pour stocker les informations, et bien sûr nous l'utilisateur, on a un contrôle sur ces entrées-là. De la même manière que lorsque vous implémentez un laboratoire par exemple, une fois que vous téléchargez votre circuit sur une carte FPGA Altera, en fait ces entrées-là, bien sûr, ça correspond par exemple aux switches que vous avez sur ces cartes-là, car vous pouvez les contrôler manuellement vous-même. Alors que ici, peut-être qu'il faudra appuyer sur un bouton pour activer le circuit ou l'allumer, mais le circuit va fonctionner tout seul à partir du moment que l'horloge fonctionne. À partir du moment que l'horloge ici oups, pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc à partir du moment où l'horloge fonctionne, le compteur va toujours fonctionner. Et donc un dernier élément de révision avant que je conclue cette vidéo, parce que bien sûr le but de cette vidéo là c'était vraiment de couvrir que les bases des bases. Il faut savoir que les compteurs, il faudra toujours un nombre de bascules pour les implémenter qui est égal au nombre maximal que ce compteur-là peut représenter. Donc j'explique. Si je vous demande de créer un compteur qui compte de 0 à 15. 15 en binaire, c'est quoi? 15 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1. Ok? 1, 1, 1, 1. On a besoin de 4 octets ou 4 bits pour le représenter. Donc, la méthode à utiliser ici, c'est 1 bit égale un flip-flop ou une bascule synchronisée. Ça veut dire que ici, ce circuit-là, je pourrais l'utiliser pour représenter 15. Parce que 15 contient 4 bits en binaire. Par contre, supposons que je vous ai demandé de créer un compteur qui compte
de 0. Oui, donc excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon enregistrement s'est corrompu. Donc ce que je disais, c'est que là, ce compteur-là, ayant 4 octets, on peut compter de 0 à 15. Et bien sûr, c'est parce que 15 est le nombre maximal que l'on peut représenter en binaire avec 4 octets. Et donc c'est 1, 1, 1 et 1. Et il disait, par contre, si je souhaite compter vers un nombre inférieur, donc on va dire 0 à 7, par exemple, là, je ne vais pas utiliser ce compteur-là. Parce que ce compteur-là va être ce qu'on appelle en anglais overkill. Ou alors, c'est un peu comme si on dépensait des ressources en fait. On n'a pas besoin de 3 bascules au total pour compter jusque 7. Donc, si on devait effectuer ce comptage-là en binaire, sachant que on ne va pas sauter un seul état ou un seul chiffre. Ok, juste pour information, dans les questions de compteur, ça s'il vous plaît, je vous recommande de le noter ou de vous en rappeler parce que c'est très très important et c'est un truc qu'il faut bien comprendre pour l'examen. Vous aurez des questions avec don't care, avec don't care, et ça veut dire en fait qu'on a un compteur qui va sauter certains chiffres. Donc, qu'est-ce que je veux dire par sauter? C'est que si on a un compteur qui compte de 0 à 7 par exemple, il se peut que le compteur en fait il fasse 0, 3, 5 et 7. Ok? Bien sûr, il y a des chiffres manquants ici. Donc ces chiffres manquants là, lorsqu'on va voir dans une future vidéo les tables d'état des compteurs, ils vont se manifester comme étant des don't care elements ou des éléments dont on s'en fout. Pour le dire en français. Et donc ça généralement bien sûr si vous avez suivi lors du cours, on les représente avec un X. C'est-à-dire que l'élément peut être égal à 0 ou à 1, peu importe, ça ne va pas influencer le comportement général de notre compteur. Et bien sûr, il y aura des compteurs standards, donc sans don't care. Et ces compteurs-là, ben en fait, ils vont compter la séquence normalement dans l'ordre et il n'y aura pas d'éléments qui vont être sautés en fait. Et donc par exemple 0 à 15 ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y aura aucun élément que l'on va skip, que l'on va rater. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Et ce que je disais par rapport au circuit qui va représenter un compteur qui compte de 0 à 7. Donc je peux essayer de le dessiner vite fait. Je vais juste étendre la page et ramener celui-là avec moi. Ok. Donc pour compter de 0 à 7 en binaire, déjà on sait que 7 en binaire c'est 1, 1, 1. Donc ça on sait que c'est notre nombre maximal. Et on sait que c'est le maximum que l'on peut représenter avec 3 flip-flops, avec 3 bascules. 3 bascules, ok. Parce qu'on ne peut pas représenter 8 avec 3 chiffres binaires. 8, c'est 1000. Ou alors 1, 0, 0. Ok. Donc, si je vais dessiner, on va dire, ce qu'on appelle un diagramme d'état, ou state diagram, même si en ce qui concerne les compteurs, généralement, on appelle ça un diagramme de séquence, ou sequence diagram en anglais, on aura un truc qui ressemble à ça. Donc 0, 0, 0, ça c'est le premier élément de notre processus de comptage. 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ensuite, on aura 0, 1, 1. Ensuite, on aura 1, 0, 0. Ensuite, on aura 1, 0, 1. Et ensuite, le dernier élément, donc 7, ce sera 1, 1, 1. Donc là, on a notre diagramme de séquence, notre diagramme d'état du compteur. Et bien sûr, ça, c'est un compteur, un autre élément que j'ai oublié de préciser, excusez-moi. On a deux types de compteurs. On a ce qu'on appelle des compteurs up. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'imagine qu'ils comptent vers le haut. Donc, haut. Et ça, c'est des compteurs qui vont compter en ordre croissant. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a ce qu'on appelle down. Et ça, c'est ce qu'on appelle des décompteurs. Donc, ça compte vers le bas ou dans un ordre décroissant. Donc, c'est-à-dire que... D'ailleurs, je vais juste les colorier. Donc ça, c'est un compteur qui compte vers le haut. Ça, c'est un compteur qui compte vers le bas. Donc un compteur qui compte vers le haut,
ce sera ça, bien sûr. Donc dans un ordre séquentiel croissant. Et un décompteur, il se peut qu'il commence par 0 par ailleurs. Il se peut qu'un décompteur commence par 0 également. Mais on va dire, juste pour bien expliquer, on va commencer à l'élément maximal qui est 1, 1, 1. Mais juste pour votre information, il se peut qu'il y ait des questions où le décompteur commence à 0. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et on va décompter élément par élément. Ok, parfait. Et donc là, maintenant que l'on a couvert le compteur qui compte vers le haut et le compteur qui compte vers le bas, là, je sais que je vais avoir besoin de 3 bascules pour l'implémenter.